Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Pas de vacances pour les Vraies Voix Sud Radio, pas de vacances pour William T, même si c'est un choix. Oui, moi c'est un choix, ouais. Oui, vous êtes bizarre, hein, décidément. Non, c'est pas pour ça. Moi j'avais pris des mauvaises habitudes pendant très longtemps, donc je me suis dit que j'allais faire un camp d'entraînement pour être sain dans ma tête, être sain dans mon corps et avoir un nouveau corps pour faire une saison 25-26 où, comme le Paris Saint-Germain, on va tout soulever. C'est ça. Voilà. Pourtant, vous parlez comme un joueur de l'Olympique de Marseille qui vient de perdre un match et qui se fait sanctionner par son entraîneur. On y reviendra plus tard. Quoi qu'il en soit, on est aussi avec Anthony Martin-Smith qui lui n'est pas du tout en sanction. D'ailleurs, il est en duplex, mais il est toujours avec nous. Et Samuel Botton est là aussi, le supporter marseillais. Toute la France est autour de ce studio. Tout de suite, on parle de la situation internationale. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Qui est le vainqueur de ce qui s'est passé ce matin? Rarement une rencontre internationale aura été autant scrutée que ce qui s'est passé ce matin. Une rencontre historique, je dis ce matin, c'était en fait en pleine nuit plutôt à la Maison-Blanche. Donald Trump, les principaux chefs de gouvernement ou d'État européens, la présidente de la Commission européenne, notamment le président ukrainien. Qui a gagné? Est-ce que c'est Donald Trump? Est-ce que c'est Vladimir Poutine? Est-ce que c'est Volodymyr Zelensky? Ou est-ce que ce sont les Européens? On va en débattre avec notre invité qu'on accueille avec plaisir. David Rigoulet-Rose, bonsoir. Bonsoir. Chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Je suis très content de vous avoir, David Rigoulet-Rose, parce que on vous a eu avant ces rencontres historiques. C'est très bien qu'on puisse débriefer après. Comme ça, on va d'abord vérifier si vos pronostics se vérifient. Bon, c'est vrai, on triche un petit peu. Et ensuite, on va voir surtout comment vous avez vécu ces moments historiques. D'abord, autant de chefs d'État européens et de gouvernement à la Maison-Blanche, c'était jamais arrivé. Rien que ça, c'est un point pour Donald Trump. Ah oui, en termes d'affichage, alors effectivement, c'est un point pour Donald Trump. Ça allait pas de soi d'ailleurs, parce que accepter l'avenue des Européens en sachant que les Européens étaient un soutien indéfectible à Zelensky, ça pouvait constituer éventuellement un inconvénient pour Donald Trump, mais il s'est présenté comme un maître de cérémonie. Il adore être au centre du jeu de toute façon, et il l'a manifesté d'ailleurs à plusieurs reprises quand il est sorti pour téléphoner directement au président Poutine. Donc c'est une manière il se met au centre du jeu et de se présenter comme la pièce incontournable en réalité pour parvenir à une sortie du conflit. Et plusieurs objectifs qui ont été listés par les différents intervenants à la fin de ces rencontres. Faire enfin une rencontre entre Volodymyr Zelensky, l'Ukrainien, et Vladimir Poutine, le Russe. Alors il y a une information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. La Russie a proposé à Volodymyr Zelensky de venir rencontrer Vladimir Poutine. Où ça, devinez? À Moscou. Évidemment, il a refusé, pas à Moscou quand même. Bon, est-ce qu'on a l'impression, que la Russie va tout faire pour donner le mauvais rôle à l'Ukraine et faire en sorte que si les négociations de paix capotent, ce sera la faute de l'Ukraine? C'est l'impression que vous avez aussi? De toute façon, ce sera la stratégie de Vladimir Poutine, puisque il a laissé entendre qu'il était prêt à certains ajustements, mais pas un cessez-le-feu, comme vous évoquez les propos que l'on avait eus avant justement la rencontre. J'avais été très prudent en disant qu'il y avait des attentes qui ne devaient pas être inconsidérées, que le président espérait un cessez-le-feu, mais qui n'a pas eu lieu, et du coup, il a eu des discussions qui ont laissé entendre que le président Vladimir Poutine avait esquissé des ajustements possibles s'il y avait du côté de Zelensky évidemment l'acceptation d'un compromis sur les territoires. Et on peut noter d'ailleurs que dans la réunion qui a eu lieu à Washington, le focus s'est pas porté sur la question des échanges de territoires, qui était le point central du président Donald Trump. Il l'avait redit justement en disant que de toute façon il faudrait bien que le président Zelensky accepte un compromis territorial. On a insisté beaucoup plus sur les garanties de sécurité, justement, qui pourraient être apportées à Zelensky et qui constitueraient un préalable avant une acceptation éventuelle d'un compromis sur les territoires. Donc on a inversé un petit peu les deux paramètres. C'est notable. Et d'ailleurs, à cette occasion, le président Donald Trump a dit qu'il serait prêt à participer, justement, à la demande des Européens, à garantir, on va dire, en dernier ressort, un apport américain justement dans le cas où il y aurait effectivement un accord qui serait défini et finalisé. Anthony Martin-Smith, est-ce que Trump a gagné c'est Trump qui a gagné la partie?
Écoutez, j'ai le sentiment en tout cas que Trump n'a pas réellement d'opinion sur la question aujourd'hui qui l'anime. En revanche, il a un orgueil. Et si vous vous rappelez bien l'image quand même très forte de Vladimir Poutine parlant pendant 8 minutes, non pas pendant une conférence de presse, mais pendant une annonce à la presse, et Trump seulement 4, qui paraissait très bougon, un peu contrarié. Il a sauvé la face lors de son interview à Fox News juste après le sommet, mais avec un Donald Trump presque exclu d'une visite officielle que lui-même avait organisée en Alaska, puisque Vladimir Poutine avait visité le cimetière avec des pilotes russes qui avaient officié pendant la Seconde Guerre mondiale. Pardon, j'ai dit. Oui, des pilotes soviétiques, tout à fait. En d'autres termes, pour vous, à Anchorage, la star, c'était pas Trump, c'était Poutine. C'était Vladimir Poutine, et donc Donald Trump, aujourd'hui, puisqu'il n'a pas d'opinion, mais il a une image à travailler, un orgueil à conserver, accueillir les Européens qui pourrait être pour lui une porte de sortie en disant, voyez, moi j'ai mis tout le monde autour de la table, on peut rien me reprocher. Et j'arrive à résoudre le conflit. Il cherchera en tout cas à obtenir un cessez-le-feu, ou en tout cas une paix relative, par tous les moyens possibles. Et en utilisant les Européens de cette manière-là, il gagne encore une fois. Justement, ce que vient de dire notre invité, c'est parfaitement juste. Il a tenu pendant toute cette rencontre la cérémonie en main. Donc, David Rigoulet-Rose, si je comprends bien, au-delà de la communication, concrètement, aujourd'hui, on n'est pas beaucoup plus proche de la paix qu'on ne l'était il y a 2 jours. Si je comprends ce que vous dites tous les deux, ou alors corrigez-moi si je me trompe. Oui, non, pour l'instant, visuellement, en termes d'affichage, il n'y a ni perdant ni gagnant. À ceci près que Zelensky, peut-être, de manière relative, a pu bénéficier du soutien affiché et ferme de l'ensemble des Européens, ce qui n'est pas rien. Oui. Même si, sur le fond, il y a, on va dire, ça a posé des jalons, mais ça n'a pas déterminé les paramètres qui seront les plus importants au moment où il faudra choisir. Et là, il y aura forcément des sacrifices d'un côté ou de l'autre. Parce que si Zelensky obtient un certain nombre de garanties de sécurité, notamment une force de réassurance dont parle le président Macron, ça serait sur la base quand même d'un accord avec Vladimir Poutine. Et là se posera le problème des cartes. Oui, et de la Crimée, du Donbass. Et la question qui se posera, c'est... Pour ce qui est de la Crimée, en revanche, pour ce qui est de la Crimée, les choses sont claires. Le président Donald Trump l'a dit. Il a dit pas question pour l'Ukraine, sur trousse sociale, de récupérer la Crimée, donnée par Obama, et pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Là, c'est les 2 lignes rouges. Là-dessus, c'est clair. Des lignes rouges favorables, mais les lignes rouges dressées par Donald Trump, elles sont favorables à la Russie, pas à l'Ukraine, pour le coup. Elles sont favorables à la Russie. Mais parallèlement, il laisse entendre que les Russes pourraient faire de petits ajustements qui seront vraisemblablement pas suffisants. Parce que l'objectif des Russes, en réalité, on l'a compris en Alaska, c'est de pouvoir conquérir sans combat ce qui reste de l'oblast du Donetsk, c'est-à-dire effectivement du Donbass, qui leur demanderait des mois et des mois, sinon des années de combats supplémentaires avec des pertes proportionnelles pour l'obtenir par la force. Et donc, du point de vue de Vladimir Poutine, qui est un joueur d'échecs, il veut laisser l'impression qu'il offre une perspective de paix par un compromis territorial qui lui permettrait de faire l'économie de ces combats. Samuel Botton, et ensuite... c'est là où effectivement... Et c'est là où effectivement il y a des points. Central. Oui, et c'est le gros enjeu. On va donner dans un instant la parole à nos 2 auditeurs, Béranger et Bruno aussi, qui nous appellent au 0826 300 300 depuis Livry-Gargan. Mais avant ça, Samuel Botton. Moi, j'ai tendance à rester sur la même ligne qu'il y a quelques jours. On n'est même pas au début d'une solution à ce conflit. Pour le communicant que vous êtes, tout ce qui s'est passé en 3 jours, ce n'est que de la com. C'est que de la com, c'est que de l'image, rien n'est fait, rien n'est signé, et surtout, je vais même aller plus loin. J'avais parlé de Donald Trump comme d'un piètre joueur d'échecs. Aujourd'hui, il est le valet de Vladimir Poutine. Et rien que ça, il lui pose la table. Il lui pose la table, et le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire confiance à Poutine, jamais. Et vous ne savez pas jusqu'où il se servira de ces discussions, de ces négociations, et des relations qu'il peut avoir avec Trump et avec l'Europe pour gagner du temps et faire ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est que Trump, il a un boulet d'étranglement qui lui vient
vient de sa propre population et de ses propres forces armées, aujourd'hui, les États-Unis, de par les dons d'armes qu'elles ont fait, se sont affaiblis. Et surtout, c'est ce que je disais, il a été élu sur 2 points. Le premier, c'est le déclassement de la population américaine qu'il est censé régler, et sortir les États-Unis des conflits dans le monde. Il est en train d'échouer sur les 2. Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous. Je m'en doutais. Au 0826 300 300, on vous retrouve Béranger. Pour vous, il y a un gagnant, et pour vous, c'est Poutine, clairement. Pourquoi ? Bien sûr, moi, à la lumière de ce qui a été dit précédemment, je vois que Vladimir Poutine fait convoquer quelque part tous les dirigeants européens qui, le petit doigt sur la couture du pantalon, vont chez le patron occidentaux. C'est l'image que ça vous a donné, en tout cas. Évidemment. Il y a une photo qui circule. Bien sûr. Elle est fausse, celle-là. Ah merde. Non, elle est fausse. L'image, tiens d'ailleurs, j'en profite, si vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de désinformation, si vous voyez une image avec Emmanuel Macron et les autres chefs de gouvernement et d'État européens qui attendent tous assis dans une énorme salle d'attente d'être reçus par le grand Donald Trump, cette image est créée par IA, c'est faux. Cela dit, en revanche, les autres photos peuvent donner la même impression à Béranger. Bien sûr, oui. Il y a eu beaucoup de fausses images générées par IA à ce sommet. Donc, mais ce que je voulais dire, voilà, c'était que Donald Trump, qui conserve, que les États-Unis conservent le leadership des Occidentaux, du monde occidental, c'est pas un scoop. Ça, c'est donc les Européens rappliquent. La diplomatie française est absolument éclatée depuis, en particulier le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Et Poutine est le gagnant. En tout cas, moi, ce dont je suis sûr, c'est que lui, il sera pas dans les perdants au terme, parce que n'a pas encore le mot d'histoire, les négociations n'ont pas donné de choses très concrètes, mais Poutine ne perdra pas, ça c'est une certitude. C'est comme ça que vous le voyez. Bien sûr, les Européens, la France en particulier, parce que Mélanie, par exemple, se détache, évidemment, elle a une position plutôt trumpiste, voire poutinienne. Je suis pas d'accord. Alors, c'est drôle, pour le coup, parce que on dit toujours que Giorgia Meloni est très pro-russe. C'est pas vraiment le cas quand vous écoutez ses discours. Elle est très atlantiste. Une autre partie de ses alliés, comme la Ligue, sont très pro-russes, mais c'est pas son cas à elle. Ça veut pas dire qu'elle est d'accord avec Emmanuel Macron. Entendons-nous, Béranger. Juste un mot, je voudrais demander à Bruno, parce que Bruno est un peu plus partagé que vous. Pour vous, Bruno, depuis Ivry-Gargan, 0826 300 300, il n'y a pas de gagnant, vous? Mais je pense que on est dans un paradoxe où à la fois on voudrait que le temps s'accélère et Trump fait tout pour que ça s'accélère à la vitesse incroyable avec des solutions en 24 heures, 12 jours, 6 jours, etc. Et à la fois maintenant un temps beaucoup plus long. Et je pense que ce conflit, on n'est pas plus proche de la paix aujourd'hui qu'on l'était il y a une semaine. Et que là, c'est plutôt le jeu de qui ne perd pas. L'enjeu de Poutine, c'est de faire traîner les choses. Et le jeu de Zelensky, en tout cas son point de vue, c'est en tout cas de ne pas perdre l'allié américain. Et donc lui donner des gages qu'il va dans son sens, qu'il veut en effet négocier, qu'il n'est pas buté, alors que, je dirais, s'il était simplement sur quelque chose de très précis, il pourrait dire, chers États-Unis, vous avez signé le mémorandum de Budapest en 1994, vous me devez protection, c'est écrit noir sur blanc, si un jour mes frontières sont attaquées, vous me déprotégerez, puisque j'ai rendu mes armes nucléaires. Donc il ne rentre même plus là-dedans, il rentre dans le jeu de Trump. Voilà, il rentre dans le jeu de Trump en disant, les Ukrainiens n'ont pas oublié, il rentre dans le jeu de Trump sachant que cet argument serait balayé par Trump. Il ne tiendrait pas compte. Donc là, le but, c'est de dire, je ne suis pas seul, je veux aussi la paix, et c'est en gros celui qui dira le plus, je veux la paix, et ne perdra pas... je comprends ce que vous dites, Bruno. Et le but, c'est de dire qu'à un moment donné, Trump, du point de vue de Zelensky, ce qu'il espère, c'est qu'il s'élève un peu contre Poutine en disant c'est vraiment lui le plus buté. Donc celui qui sera le plus buté aura perdu. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de le voir là-dessus. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, Bruno, c'est qu'il y a plein de choses qu'on a oubliées. Effectivement, les Ukrainiens, au début des années 90, ont renoncé aux armes nucléaires soviétiques qui étaient sur leur territoire, les ont données à la Russie. En échange, les Russes se sont engagés à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, avec la garantie notamment des Américains et des Anglais. Cette garantie, elle n'existe plus, évidemment, puisque la Russie a envahi l'Ukraine. J'aimerais que David Rigoulet-Rose réagisse à tout ce qu'on vient de dire, et ensuite, je redonnerai la parole à William T, qui a l'air de frémir par moment quand il entend certains arguments. David Rigoulet-Rose. Oui, je crois que par rapport au sommet qui vient de se passer, il faut attendre que la brume se dissipe. Parce que il y a l'évocation d'une potentielle rencontre tripartite. Le président Macron voudrait que ce soit quadripartite, c'est-à-dire pour que les Européens soient présents, ce que ne souhaite pas évidemment le président Vladimir Poutine. Il se verrait beaucoup plus dans un format A3 où Zelensky serait isolé
par rapport aux deux autres. Donc il y a beaucoup de choses, et en même temps il y a eu une habileté quand même de Zelensky en venant. Alors je parle pas de son habileté vestimentaire pour corriger. Il était plus en t-shirt, il était en veste. Voilà, c'est ça. Mais aussi sur le fait que, et là ça touche la corde sensible de Donald Trump, en annonçant 90 milliards d'achats d'armes aux États-Unis, qui ne seront plus des dons et qui seront financés par les Européens. Et là, évidemment, c'est aussi pour les Européens un moyen de pression indirecte, parce que c'est ce qu'attend Donald Trump en réalité. Il est dans la logique mercantiliste, et donc d'une certaine manière, ça l'oblige aussi à rentrer dans le jeu des Européens presque malgré lui. Et c'est ce qui explique aussi certaines des déclarations en disant que nous vous donnerons une très bonne protection, une participation au moins dans l'écosystème du renseignement aérien, etc. Même s'il y a le refus des tout au sol, et on retrouve l'énigmatique projet d'un article 5 qui ne serait pas l'équivalent de l'OTAN, puisqu'il n'est pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, mais qui serait similaire. Alors c'est assez brumeux, c'est le côté brouillon de Donald Trump, mais ça montre à quel point lui-même est aussi piégé par ses contradictions. Oui, effectivement. William Tay. Il y a plusieurs choses. Le premier, c'est si c'est un match de foot, on est à peine à la mi-temps. Si c'est un match de basket, on est à peine au carton. C'est-à-dire ce qu'a dit Lindsey Graham, le sénateur républicain qui suit ces questions, dit qu'en fait il espère une fin du conflit d'ici décembre et d'ici avant Noël, plus ou moins avant Noël. Donc en fait, ce qui joue, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait la rencontre qu'il y a eu à la Maison Blanche, c'est la deuxième partie de la première rencontre en Alaska. Les deux vont de pair. Et ce qui s'est passé, je pense, dans la première partie, c'est que Trump a considéré que dans ses objectifs de guerre, il vaut mieux normaliser sa relation avec la Russie que d'apporter la paix en Ukraine. C'est-à-dire que par rapport à sa campagne électorale, il a inversé cette priorité. Ça, c'est le premier point le plus important. En d'autres termes, Donald Trump est prêt à refaire du business avec les Russes, quitte à ce que l'Ukraine se fasse envahir jusqu'au bout. Parce qu'en fait, son objectif de guerre, et son premier point, c'est comme ça qu'il est devenu président de la République en 2016, enfin président des États-Unis en 2016, c'est d'affronter la Chine pour éviter que la Chine devienne première puissance mondiale. Or, il veut faire le même coup que Kissinger et Nixon avec la Chine, donc c'est-à-dire détacher la Russie de la Chine. C'est son premier point. Le deuxième point, c'est que Poutine a à peu près les cartes en main. Parce qu'en fait, on peut dire à peu près ce qu'on veut. La diplomatie, c'est la traduction d'un rapport de force militaire. Or, celui qui a l'avantage militaire sur le terrain, c'est Vladimir Poutine. Et donc, tant que Vladimir Poutine a l'avantage militaire, en fait, ce que font les Européens en train de réclamer un cessez-le-feu, etc., ça sert strictement à rien, parce qu'en fait, il n'a pas intérêt à le faire. Il n'a pas intérêt à le faire. Sauf que pour ne pas revenir dans le mythe de la Russie toute puissance, il a l'avantage sur le terrain militaire actuellement. Justement, je termine. Il a un point, Poutine, à régler. C'est pour ça que, pour l'instant, c'est le grand gagnant. C'est qu'en fait, le seul contrainte qu'il a, c'est le financement de l'effort de guerre. Or, le seul pays qui peut bloquer l'effort de guerre russe, ce sont les États-Unis d'Amérique, parce que c'est eux qui contrôlent le système international, c'est eux qui contrôlent la monnaie, et ceux qui contrôlent les échanges. Et donc, le fait que Poutine ait réussi à retourner la tête de Trump en disant qu'il vaut mieux pour Trump normaliser les relations avec la Russie que d'apporter la guerre en Ukraine, et ça lui servirait plus dans sa grande histoire, parce qu'un rapprochement entre la Russie et les États-Unis, peut-être pour nous c'est pas grave, mais pour un Américain ce serait historique, notamment qui s'est passé. Que ce soit crédible. Je pense que ça va se faire. Je pense qu'en tout cas les deux ont intérêt à le faire. Parce que ça tournerait la page de la guerre froide et ce serait fantastique pour Trump. Donc ça permettrait notamment de réussir sur ce point. Et le dernier point, je pense, et c'est ça le point le plus intéressant, je pense que sur la traduction du conflit, c'est qu'en fait Zelensky a obtenu la chose qu'il attendait et que Trump a réussi à obtenir de Poutine. Ça veut dire, en fait, l'équation qu'a Trump, c'est faire en sorte de baisser les exigences de Poutine, tout en faisant en sorte d'apporter des sécurités militaires à l'Ukraine pour ne pas apparaître comme Daladier ou comme Chamberlain. Et si Trump réussit à faire ça, il arrive à signer un accord de paix. Et pour l'instant, il a réussi à faire baisser les exigences de Poutine, notamment sur Zaporijjia et sur Kherson. Et il a réussi à faire accepter des éventuelles garanties de paix qui sont pas en fait des garanties de paix directes, mais des garanties d'achat militaire. Mais pardon, mais et vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire quand même. Ça veut dire en gros qu'il y aura une paix d'ici Noël ou au début d'année prochaine. Vous dites qu'on a fait baisser les exigences de Poutine qui, dans sa grande bonté, ne revendique plus Kherson, qu'il a perdu militairement. Il l'avait prise, il en a été chassé militairement. Oui, mais ce qu'a expliqué Donald Trump à Zelensky hier matin, c'est très simple. Ça veut dire que si Zelensky ne signe pas un traité de paix, et c'est ce que Zelensky a compris, je pense, ça veut dire que Trump se retire et que Poutine envahira tôt ou tard et gagnera militairement. C'est ça qui traduit en fait ce que dit Trump à Zelensky, c'est de dire il vaut mieux accepter le deal maintenant, quitte à éviter 10 000, 20 000, 30 000 morts de plus et sacrifier
2-3 encore districts. plus de régions. Voilà. On en reparlera quoi qu'il en soit. Merci à vous. Merci à notre invité David Rigoulet-Rose d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Elle est restée avec nous, il est 17h50. On remercie tous ceux qui nous ont appelés, notamment Bruno qui nous a appelés au 0826 300 300. Dans un instant, on va tester votre connaissance de l'actualité un petit peu. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.